La voiture, c'est le mode de déplacement privilégié des seniors qui augmente le lien social, la qualité de vie. Alors effectivement, ils s'en servent pour des déplacements privés, pour les loisirs, les rencontres familiales, les déplacements chez le médecin. Et effectivement, le constat, c'est peu d'infrastructures adaptées aux conducteurs âgés. Notamment, de leur côté, ils ont une baisse de l'acuité visuelle et moins de réflexes. Donc il faudrait certainement trouver des solutions. Quelles solutions à envisager pour conserver les seniors sur notre route, sur nos routes, le rôle des infrastructures routières avec plus de sécurité et les perspectives pour rendre la route plus lisible. Et je vais me tourner vers Jean-Luc Vincent déjà pour commencer avec quelques points chiffrés sur ce constat-là que je viens d'établir. Alors, si le micro est on, ça sera mieux. Présente qui présente les personnes. Je l'ai fait juste avant en fait. D'accord, ok. Oui, C'est bon? c'est bon. Oui, j'ai quelques mots là pour parler d'accident. On n'entend pas. Il est branché le micro. 1, 2, 1, 2. Parlez bien près du micro. Il marche pas avec moi, donc voilà, ça doit être un effet senior, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Oui, enfin, parler de l'accidentologie des seniors, c'est toujours assez compliqué, parce qu'on peut dire tout et son contraire. Hein, donc, voilà, ça ne vous a pas échappé que, par exemple, il y avait assez peu de seniors qui est victimes d'accidents de la route le samedi matin, donc en sortie de boîte de nuit. Donc voilà, donc on peut avoir des choses comme ça qui sont très compliquées, et analyser les chiffres, c'est pas toujours très évident. Mais il y a au moins une constance dans ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que par exemple, en cas d'accidentologie au niveau des seniors, la gravité engendrée par les accidents créés par les seniors est moindre que celle de la moyenne des accidentés. Comment vous l'expliquez ça? Alors, on peut l'expliquer par probablement une conduite plus prudente, une conduite moins rapide, donc plus respectueuse des codes. Donc, et en ce sens-là, les seniors, c'est plutôt un exemple par rapport à des conducteurs moins expérimentés. Autre chose aussi qu'on peut retenir des chiffres de l'accidentologie, c'est que les seniors sont plus fragiles et plus vulnérables. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont des accidents, ils sont en général à des taux de gravité beaucoup plus importants que la moyenne des accidents. Donc si on doit refaire une synthèse de tout ça, c'est qu'effectivement aujourd'hui, les seniors ne sont pas des gens qui ont plus d'accidents que les autres, Oui. mais par contre, effectivement, quand ils ont des accidents, ils font moins de victimes, mais par contre, ils sont plus durement touchés en cas d'accident. D'accord. Gilles Renard, une réaction à ce qui vient d'être dit et votre analyse, si je puis dire. Bonjour à tous. Oui, là, je suis d'accord avec les chiffres. Souvent, on se bat avec les chiffres de la sécurité routière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, les accidentés seniors représentent que 16% des personnes qui circulent. Mais en nombre réel, c'est 50% des tués sur la route. 50% des tués sur la route par rapport sont des aux seniors. actifs entre 20 et 30 ans. D'accord. Vous avez en moyenne 1000 décès par an sur cette tranche d'âge. Les seniors, c'est 500. À quel âge commence la catégorie senior? Alors officiellement c'est 60 ans. D'accord. En ce qui nous concerne, nous, l'association Signal Senior et la promotion du macaron, nous s'adresse plutôt à une population au-delà de 75 ans. Effectivement, on estime que c'est une population plus fragile, avec une perte effectivement d'activité visuelle et auditive. D'accord. Maintenant, on n'est pas tous égaux face à l'âge. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont moins de 70 ans qui ont déjà des signes de maladie, voilà. Et des gens de plus de 75 ans qui sont en pleine forme et qui ont travaillé dans le milieu de la route et qui ont encore des grandes facultés à conduire. Je rappelle que vous êtes le créateur du macaron S. C'est ça. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce macaron pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le montrer. Le point de départ, ça a été effectivement un autocollant, tout simplement, pour indiquer aux autres automobilistes qui se trouvent donc derrière, sur le même principe que là, Oui. que devant eux, il y a une personne âgée qui conduit. Donc il faut faire attention. Senior, senior. Voilà. S pour senior. S pour senior. Et pourquoi senior? Parce que c'est aussi valable en Europe qu'à l'étranger. Le vieillissement de la population n'est pas un problème français,
c'est un problème mondial. Il faut savoir qu'au Japon, l'identification des seniors est obligatoire et on en fait pas de drame, au contraire. Au Japon, on respecte énormément les aînés. C'est un peu mon histoire aussi personnelle, c'est pour ça que j'aime pas trop qu'on me décrit et qu'on m'attaque sur le sujet des seniors, parce que c'est personnel. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents, j'ai vécu énormément autour de personnes âgées, et c'est eux qui sont venus me voir il y a quelques années en me disant « Gilles, voilà, tu es très proche de nous, ça serait bien qu'on trouve quelque chose ensemble. » Voilà d'où est née un peu l'histoire. Et maintenant, à la demande des seniors, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu la chance de l'acquérir, ils nous ont demandé le magnétique. Donc voilà, aujourd'hui, on développe aussi le magnétique pour les personnes qui souhaitent enlever, parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit une obligation de le poser, et pouvoir avoir la possibilité de l'enlever quand ils prêtent la voiture ou quand ils ne voulaient pas être spécialement identifiés sur une place de parking ou devant chez eux. Voilà. D'accord. Et donc ça vient d'une expérience personnelle finalement, la création de ce macaron. Tout à fait. Il y a une expérience personnelle avec mon passé effectivement avec mes grands-parents, où effectivement il y a déjà 30 ans, mon grand-père était taquiné sur la route pour pas être plus méchant. Et donc aujourd'hui, je me suis retrouvé 30 ans après dans la même situation avec ma mère, et qui vit aussi en milieu rural, et donc il fallait trouver une solution parce que elle, ses amis, ses copines disaient voilà, on ne respecte pas, les gens sont pressés, on ne nous identifie pas. Quand on est sur la route, c'est pas forcément. Alors souvent les gens disent ah bah oui, on reconnaît parce que la personne a les cheveux gris. Bon, il y a des hommes de 30-35 ans qui ont les cheveux gris, ça ne veut rien dire. C'est exactement ça. Donc je dis bon voilà, et le papy casquette comme on dit, un peu on en voit de moins en moins, donc du coup c'était bien je pense, et le retour est extra positif en tout cas sur la. Et donc est-ce que vous avez pu mesurer les impacts suite à l'apposement de ce macaron sur les véhicules, notamment ceux de votre mère et d'autres qui ont suivi? Est-ce qu'il y a un impact qui peut se mesurer? Alors aujourd'hui l'impact se mesure sur les ventes et sur le bouche à oreille. D'accord. Aujourd'hui, sur quelques blogs ou sur certains sites, j'ai beaucoup de critiques sur notre démarche. Aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est que les gens qui en ont acheté un pour eux, ou une jeune femme ou un jeune homme qui en a acheté un pour son père ou son grand-père, et en achète un deuxième, un troisième, un quatrième, pour l'oncle, pour le voisin, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et encore une fois, c'est vrai que le citadin qui vit en ville et qui a à portée de main les transports en commun, les commerces, son médecin traitant, n'a pas besoin de son véhicule et va prendre effectivement le bus, le métro. Par contre, la France reste un pays rural et il y a beaucoup de seniors qui ont besoin de leur voiture pour faire des petits trajets, ne serait-ce que pour la famille. Donc il y a un retour, entre guillemets, du terrain, voilà, des personnes qui ont obtenu ce macaron et apparemment leur vie a changé, en tout cas leur vie sur la route a changé par rapport aux autres usagers, qui les respectent plus. Exactement, et grâce, alors je le dis haut et fort, grâce aux journalistes, grâce aux magazines, grâce aux télé, aux radios, qui ont relayé et qui ont pu prévenir les automobilistes que nous sommes que ce macaron existait et ce qu'il signifiait. Et c'était un peu aussi notre démarche, c'était bien que les seniors nous fassent confiance, chose qu'ils ont fait, et c'était aussi important que les autres automobilistes puissent savoir à quoi ça correspondait. Et du coup aujourd'hui les gens nous le disent, il y aura toujours un bêta qui va avoir une attitude irresponsable peut-être, mais dans l'ensemble le retour est extra positif. Ça porte ses fruits. Et moi c'est ce que je dis quand vous croisez, vous faites une sortie de 10 ou 15 minutes ou une demi-heure, si vous croisez 100 voitures, 200 voitures, ne retenez pas le méchant ou la personne qui a été désagréable, retenez les 199 ou les 299 autres qui vous ont respecté, qui vous ont laissé conduire normalement. Donc, si on va sur la voie que vous êtes en train de nous expliquer, en 2030, il y aurait éventuellement 20 millions de personnes âgées qui pourraient détenir ce macaron. Ça peut être pas mal. 20 millions, parce qu'en 2030, il y aura 20 millions de personnes âgées. Oui, 20 millions au-delà de 60. 20 millions après, il n'y aura de personnes pas au-delà de 60 ans. un véhicule par personne, mais voilà. Peut-être la moitié.
Mais je pense que le temps fera son travail et les jeunes générations qui eux sont habituées au A et qui sont sensibilisées, et bizarrement c'est vrai que les seniors achètent. Bon, c'est vrai que Neuroto aujourd'hui commercialise avec nous le macaron dans les magasins, des préfectures, des CCAS, mais ce qui est important c'est que les familles... Ça coûte combien en fait? Question juste pratique. 4 euros. 4 euros. 4 euros l'autocollant. Et 6 euros le magnétique. C'est correct. Gilles Brémard. André Brémard. André Brémard, pardon, excusez-moi. J'ai inversé vos prénoms, excusez-moi. André Brémard, donc, qui est l'animateur du réseau Agiroute et également l'association, le fédérateur de l'association Agir ABCD. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, alors d'abord je voulais quand même présenter mon association et à quel titre je suis là. Agir ABCD est une association de retraités bénévoles, 3000 retraités répartis à peu près sur tout le territoire national, avec des activités à l'international d'aide au développement d'une part, d'autre part des activités en national, alors on voit la diapo qui est présentée justement. D'aide aux populations en difficulté en général, pour tout ce qui est finalement de les aider dans leur insertion sociale et professionnelle, sociale ou professionnelle, le maintien de leur autonomie. Nos activités donc sur le territoire français portent sur l'éducation, illettrisme, alphabétisation, l'emploi, recherche d'un emploi, aide à la création d'entreprises, coaching auprès des seniors au chômage, la mobilité et le déplacement, c'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui, également une thématique santé et lien social au profit des personnes âgées, sachant qu'il y a pas mal de liens entre ces différentes thématiques. Au niveau de la mobilité, on est principalement sur la route au profit d'un large spectre de population, qui va des jeunes, scolaires, ASSR, jeunes adultes préparant leur permis de conduire, donc aide à la préparation du code, accompagnement en conduite supervisée, et puis une grosse activité au profit des conducteurs seniors sur le thème sensibilisation à l'évolution du code de la route et des comportements. En complément de cette activité au profit des seniors, nous avons développé plus récemment une activité sur le thème conduire longtemps, mais aussi savoir, j'ose pas dire, enfin s'arrêter ou se restreindre. Et une palette, disons, gérer un petit peu la décroissance en fonction de ses capacités, de son recours à la conduite automobile. Et également une activité sécurité des piétons âgés. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est de le sujet abordé. Est-ce que vous avez déjà des retours justement sur vos adhérents sur ce qu'ils ressentent et par rapport aux actions que vous menez? Nos adhérents, eux, ils animent essentiellement des ateliers. Les quelques retours, les retours qu'ils ont il y a pas mal de remarques, je pense qu'on y reviendra dans les questions suivantes sur les infrastructures ou les difficultés rencontrées par les conducteurs seniors. En ce qui concerne les motivations des conducteurs seniors, je crois qu'il y en a un certain nombre de motivations sont bien connues. Ça tourne évidemment autour du maintien de l'autonomie. L'un des supports qu'on utilise dans le cadre de notre nouvel atelier sur la thématique conduire longtemps, mais aussi savoir se restreindre ou s'arrêter, s'appuie sur une émission d'ailleurs qui était de France 2, Envoyé spécial, où on voit un conducteur de 104 ans qui explique, donc il conduit sa 2 chevaux, c'est en milieu rural, c'est là où le problème a le plus d'acuité. Ma voiture, je cite, « Ma voiture, c'est ma liberté, si on me la retire, je suis prisonnier ». Ah voilà, c'est une belle phrase de ce monsieur en tout cas. Et effectivement, on va relayer aussi cette phrase avec un sondage Opinionway qui est paru en août l'année dernière, qui dit que 69% des personnes affirment que les routes mal signalées constituent un élément d'insécurité. Donc c'est une transition que je suis en train de vous donner, et peut-être qu'on va passer la parole à Jean-Luc Vincent pour en parler. Effectivement, c'est un souci ça, les routes mal signalées,
on n'arrive pas à trouver des issues. Il y a de l'attente, rien ne change. D'accord. Ce qu'attendent les seniors, enfin, je parle en leur nom, mais ce qu'ils pourraient attendre, voilà, c'est effectivement avoir une route, des rues qui les sécurisent, voilà, donc qui ne les anxiogènent pas, si j'ose ainsi m'exprimer, lorsqu'ils prennent le volant. Donc aujourd'hui, on assiste effectivement à une certaine dégradation du niveau d'équipement des routes, donc surtout à un manque de cohérence des équipements sur le réseau. Donc l'acuité visuelle commence à baisser dès 30 ans, vous voyez, donc c'est pas forcément c'est un chiffre moyen évidemment. Voilà. Donc, vous voyez, et dès 40 ans, la vision nocturne commence à être atteinte et la perte de contraste ensuite arrive et voilà, donc on a besoin être capable de bien différencier une ligne blanche par exemple sur une route avec son support. Donc voilà, il y a une perte de contraste au sens où l'équipement de la route va moins bien ressortir. Alors en France, on est un pays de paradoxe, ça vous le savez, donc marquer les routes, c'est pas obligatoire, sauf marquer les autoroutes et les routes à chaussées séparées. Par contre, il y a des obligations quand on marque une route départementale par exemple, il faut respecter des normes, il faut que les produits soient certifiés suivant un référentiel, etc. etc. Par contre, autre paradoxe, il n'y a pas d'obligation de maintenir un certain niveau de résultat, donc un certain niveau de performance. Donc voilà, donc on va trouver d'un département à un autre des niveaux très très différents en fonction des priorités qui ont été définies par les départements. Donc, et ça, c'est un effet induit ou pervers, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de la décentralisation, c'est qu'il n'y a pas une obligation de résultat. Donc en France, on est plutôt vis-à-vis des équipements sur les obligations de moyens. Voilà, il faut avoir des équipements qui sont certifiés suivant des normes, avec des tests qui peuvent être des tests de laboratoire d'ailleurs. Mais il n'y a pas une obligation de maintenir une certaine performance sur la route. Et si on revient à notre thème des seniors, je pense que ce qu'ils peuvent attendre et ce qu'ils doivent attendre et ce qu'ils doivent exiger d'ailleurs, c'est que la route qu'ils empruntent, elle soit équipée d'une manière cohérente. Donc s'ils doivent faire 3 km pour aller chercher leur pain, parce que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, en 2 chevaux, mais on pense beaucoup au milieu urbain, mais aujourd'hui les grandes difficultés, elles sont aussi sur le réseau secondaire, où il y a de moins en moins de commerces de proximité. Donc, ce qui fait que les gens, pour leur... Les départementales, et puis donc les gens qui habitent dans des petites villes, dans des villages où il n'y a plus de commerce. Des fois, c'est pas reculé. Dans les Yvelines, on va trouver des villages. Ah oui. Donc, en Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis, alors peut-être pas à Paris, mais on va trouver des villages isolés où il n'y a plus, par exemple, de commerce de proximité. Les commerces de proximité, c'est aussi du lien social. Effectivement, les conducteurs âgés, s'ils n'ont plus envie, ou alors si en tous les cas, ils se sentent suffisamment insécurisés pour ne pas prendre leur voiture, c'est un problème. Voilà. Donc je pense que le maintien de l'autonomie, ça passe par des équipements de la route déjà bien maintenus et avec un niveau de performance satisfaisant. Gilles Renard, une réaction et peut-être des solutions encore à apporter. Outre le macaron S, j'imagine qu'il y en a d'autres quand même. C'est vrai, pour revenir sur effectivement la signalisation, j'habite effectivement dans les Yvelines, dans un petit village de 900 habitants, et bon, alors là, les lignes blanches, il n'y en a plus depuis très longtemps. Ah oui. Donc voilà, mais même aujourd'hui, de nuit, c'est limite. Là, si on regarde le panneau juste derrière nous, voilà. C'est à 20 ans, on voit comme ça, à 60 ans, on voit cette façon, c'est ça? Il y a du marquage au sol. Oui. Donc imaginez en race campagne. Il a l'air neuf en plus. Oui, oui. D'accord, donc c'est ça la perte de contraste dont vous parliez tout à l'heure? C'est quand même bien assombri à droite quand même. On voit comme ça 60 ans. Vous verrez. C'est une simulation, c'est des éléments qui ont été travaillés, et c'est une simulation qui montre l'évolution de l'activité et de la perception des équipements.
Très bien, donc le rôle des infrastructures, on va quand même en parler aussi pour améliorer la sécurité justement des usagers. Ce rôle, j'imagine, ces rôles, ils sont multiples. Quels sont-ils? Parole collégiale, on fait un petit tour de table. Peut-être Monsieur Prémard pour commencer. Oui, enfin, moi je voulais parler plus spécialement de difficultés qu'ont particulièrement les conducteurs seniors par rapport aux infrastructures modernes et les difficultés dont ils nous font part lors de nos ateliers. Quelles sont-elles alors, celui qui revient en tête, c'est, en même temps, il n'est pas fondamentalement critiqué, mais quand même, c'est les carrefours giratoires. Souvent, la façon de les aborder, de gérer le clignotant, dans quel fil se mettre, etc. Ça, c'est une grosse difficulté des conducteurs seniors ou âgés. Oui. Hein. Autre difficulté, c'est tout ce qui tourne autour du partage de la route. Toute la nouvelle signalisation associée aux zones de rencontre et puis aux vélos, les tournes à droite, les contresens cyclables, toutes ces choses-là sont souvent un peu problématiques, particulièrement pour les conducteurs seniors ou âgés. On parlait des infrastructures. Alors, du fait de leur plus grande fragilité, dégradation de leur vision nocturne et plus longue récupération après éblouissement en particulier, c'est une des pertes de capacité des personnes âgées. Ce qu'on évoquait par rapport à la signalisation, effectivement, j'irai un peu plus loin. Sur la signalisation verticale, parfois elle est tellement réflectorisante qu'elle éblouit, tellement réflectorisante qu'elle était éblouissante, et c'est d'autant plus gênant que par contraste, souvent, on a de la signalisation déficiente, en particulier les marquages sol. Alors le passage de l'un à l'autre, si vous voulez, c'est l'hétérogénéité qui est gênante. L'hétérogénéité qui est souvent critiquée. L'éblouissement de certains panneaux et l'hétérogénéité. Que dire d'autre également? On a tendance à penser que, à assimiler, je crois que c'est civilisationnel en Occident, plus égale mieux. Donc pour mieux signaler, il faut mettre des panneaux en plus. C'est pas du tout le retour qu'on en a. Il y a plutôt une saturation, en fait, surtout par rapport à la signalisation verticale. Les gens ne savent plus où on en est, surtout les conducteurs âgés. Je dirais que ce seuil de saturation est plus facilement atteint pour des conducteurs âgés. Et en plus, cette situation est aggravée, je dirais, et ça nous est remonté, par tout ce qui est panneaux publicitaires, qui sont faits pour accrocher le regard. Ouais. Du coup, déjà que la signalisation routière est surabondante, là, ces panneaux qui sont faits pour accrocher détournent l'attention. On parle des distracteurs, téléphones portables, etc. Mais les panneaux publicitaires, par leur conception et par leur surabondance, sont aussi des distracteurs. En matière de sécurité routière, de conduite, particulièrement pour les seniors, c'est une difficulté supplémentaire. Voilà, alors il y a les panneaux masqués par la végétation aussi, on en a parlé tout à l'heure. Oui, là c'est pas quelque chose de... Oui, c'est de l'entretien, c'est pas spécifique des seniors. De toutes les façons, voilà, si le panneau est au milieu des buissons, ça gêne tout le monde, hein, ça va de soi. Je ne remonterai pas là-dessus. Voilà, un dernier exemple. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Après, on va parler des solutions, bien évidemment, vous les attendez tous. Oui, également, si les seniors, comme l'évoquait d'ailleurs Gilles tout à l'heure, sont souvent un peu mis sous pression par les autres usagers. Ils réagissent un peu plus lentement, entre autres pour le démarrage au feu. Alors il y a quelque chose que la France ignore superbement, mais qui est très commun dans la plupart des autres pays d'Europe, c'est que le feu rouge, avant de repasser au vert, il commence par passer à un stade rouge et orange. C'est un préavis qui permet de se préparer. Dans l'autre sens, c'est pas vrai. Si, dans le sens. Dans le sens du passage au vert, ça passe du rouge au vert. Oui, c'est justement. Rouge, orange, vert. Oui. Dans les autres pays. Ils devraient le faire. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Oui. Oui. Dans la plupart des autres pays, ça existe. On se rejoint là-dessus. C'est vrai que la France n'avance pas sur ce point. La France ne pratique pas ça. Et ça permet une anticipation, effectivement, un peu moins de stress. Tout à fait. Voilà. Bon, une autre difficulté, les carrefours.
Les tournes à gauche, les conducteurs seniors apprécient les aménagements de carrefour à l'indonésienne également, qui permettent d'éviter sur les tournes à gauche des trajectoires séquentes. Alors, Jean-Luc Vincent, où en est-on en France? Sacrée question. Les difficultés liées à l'absence de texte réglementaire, besoin de performance sur le réseau routier et bien sûr avoir une bonne signalisation au bon endroit, autant d'enjeux auxquels les collectivités ne répondent pas toutes la même réponse. Alors, où en est-on? Vous voulez vraiment qu'on passe la soirée ensemble? Non, voilà. Enfin, je voulais quand même rebondir sur ce qu'avait dit M. Bremard tout à l'heure concernant la lisibilité. Je pense qu'on se rejoint complètement sur ce sujet. Lisibilité et cohérence, c'est vraiment deux thématiques sur lesquelles il faudrait travailler. Et ça, en fait, on ne peut y travailler qu'avec le concours des collectivités, quoi. Donc, moi, je suis assez d'accord pour dire que par moment, il y a trop d'indications. Donc, il vaut mieux sélectionner les indications essentielles, mettre les bons panneaux au bon endroit, mettre le bon marquage au bon endroit, plutôt que effectivement d'avoir des initiatives diverses et variées qui peuvent aller dans tous les sens. Donc, je crois que le travail qu'il faut qu'on fasse, il y a un travail pédagogique d'expliquer que une nouvelle fois, une fois qu'un équipement est posé, il faut l'entretenir, quoi. Donc, et l'entretenir, ça passe par, quelque part, j'ai envie de dire, sacraliser les budgets de maintenance dans les collectivités. On peut expliquer d'ailleurs qu'on peut, avec exactement le même budget, faire aujourd'hui mieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas encore recensé leur patrimoine. Donc, et qui n'ont pas conscience, quand je dis beaucoup de gens, beaucoup de collectivités, qui ne savent pas exactement quel est l'état de leur réseau, alors qu'aujourd'hui il y a des moyens pour ausculter un réseau, pour savoir quel niveau de performance il est. Voilà, on peut développer des choses comme ça, on peut dégager des priorités, on peut, voilà, donc je pense qu'il y a, je ne vais pas employer un mot trop fort, mais une espèce de révolution culturelle à faire dans notre... Il y a une panoplie de voilà. solutions. Parce qu'il n'y a pas de solution unique. Alors on a effectivement, on peut avoir des équipements avec des performances améliorées pour certains cas. Je pense à des marquages par exemple dont la visibilité dans les conditions dégradées est améliorée. Donc on sait faire par exemple du marquage qui est visible quand il pleut. Donc ça c'est quelque chose qui peut faire progresser un petit peu le niveau d'équipement sur les routes. Mais le vrai fond la vraie question c'est de maintenir ces équipements au bon niveau de performance. Et donc ça passe une nouvelle fois par une vraie prise en compte de à quoi ça sert. Donc, et à quoi ça sert? Ça sert à guider, ça sert à prescrire, ça sert à faire que les gens se déplacent dans des conditions de sécurité. Ça, il ne faut pas non plus qu'on l'oublie. Si on fait du marquage sur la route, si on met des panneaux, c'est pour améliorer et pour amener de la sécurité au déplacement. Voilà. Et pour revenir, certainement à la thématique de fond, je vais peut-être être très insistant sur le sujet, mais aujourd'hui, il vaut mieux consacrer des budgets à maintenir correctement un existant pour permettre justement à une population qui est plus sensibilisée à des écarts d'équipement ou de performance de continuer à prendre leur voiture, quoi. Donc, alors moi je ne suis pas jusqu'au boutiste, effectivement, je n'ai pas envie de pousser des gens qui ne savent plus conduire ou qui ne peuvent plus conduire à les pousser à tout prix à rester dans leur voiture. Et il y a bien un moment, et c'est quelque chose d'assez complexe, où il y a une décision à prendre, ou en tout cas ou accompagner d'arrêter de conduire. Mais je pense que le plus longtemps on permet aux gens de se déplacer, même sur des déplacements de cours, mieux ce sera. Voilà. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment se mettre au mot la maintenance et puis essayer d'apporter un peu de la cohérence. Alors la cohérence, elle vient aussi par la réglementation. Donc, sachant qu'aujourd'hui, une nouvelle fois je répète, il n'y a pas de réglementation en usage sur la route. Voilà. Donc on va imposer un certain nombre de contraintes aux équipements qu'on pose sur la route, mais on ne va pas dire, il faut qu'ils rendent tel service, tel niveau de performance en usage. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'une nouvelle fois, ça donne lieu à des interprétations diverses et variées. C'est pas mesuré comme il se doit. On a entendu votre message, et là, justement, je me tourne vers André Bremard pour l'atelier sécurité routière. J'ai vu ça. Alors, en quoi ça consiste? Quelles sont vos ambitions au travers de ces ateliers?
Qu'est-ce que vous voulez faire passer? Oui, alors je vais surtout parler des ateliers auprès des conducteurs seniors. C'est d'une part un rafraîchissement des connaissances. Je rappelle tout simplement que ce sont des publics qui ont passé leur permis, souvent il y a plus d'une cinquantaine d'années, à une époque où les panneaux indicateurs, il y en avait quelques dizaines. Maintenant, si on prend toutes les combinaisons de panneaux Panonceau, et je voyais l'école qui était présentée tout à l'heure, d'ailleurs avant notre table ronde, il y en a plus de 700 ou 800. Donc c'est un rafraîchissement des connaissances. Alors dans ce rafraîchissement des connaissances aussi. Oui, alors oui, rafraîchissement des connaissances et puis également sensibilisation à l'évolution des comportements et les difficultés propres liées à l'âge, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je reviens sur les connaissances quand même. Le grand classique dans les difficultés, c'est le carrefour giratoire. C'est la circulation et la signalisation pour les vélos, ces fameux tourne à droite, va tout droit, les contresens cyclables, Partage etc., de la route. les zones de rencontre, tout ce qui tourne autour du partage de la route, absolument. C'est la compréhension de l'ensemble panneau-panonceau dans sa diversité. Il y a quand même ça s'est beaucoup enrichi en variété. Bon, sinon, les comportements, c'est les difficultés liées à l'âge, prendre conscience de ces limitations dont on a, comme c'est une dérive lente, si vous voulez, dont on n'a pas conscience, au fond, le rétrécissement du champ visuel, la dégradation de la vision nocturne, de l'audition, les raideurs, le manque de souplesse, par exemple, pour se retourner, pour regarder derrière soi, ce genre de choses qui sont quand même des gênes sur la conduite. Dans les difficultés liées à l'âge également, quand même, il faut bien le dire, les capacités cognitives, ou plutôt la capacité de concentration, d'arbitrer dans des situations complexes. Je parlais typiquement des tournes à gauche. Ce genre de situations, les carrefours, sont plus difficiles, donc il faut que les gens soient assez familiers de la façon, enfin de la règle déjà, des règles. Dans les difficultés. Alors également, oui, également les difficultés liées à l'âge, c'est une plus grande fatigue ou fatigabilité, et les médicaments et les combinaisons médicamenteuses avec les petits pictogrammes. Et là, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et souvent, dès qu'il y a une combinaison qui peut être préjudiciable à la conduite, c'est consulter votre médecin. Alors comment adapter, comment repenser les infrastructures? Ça, c'est justement les perspectives. On aborde le sujet de la perspective. Gilles, Renard, est-ce que vous avez vos petites idées sur ce thème? Comment on peut faire? Parce que transformer, bien sûr, tout pour les seniors, c'est pas vraiment possible. On est tous d'accord. Mais améliorer, adapter sur certains tronçons, certaines parties, pourquoi pas? Moi, je veux revenir sur deux choses. Moi, l'amélioration des routes, moi, j'y crois pas. D'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de budget, donc on oublie. Il y a les villes d'un côté, les zones rurales de l'autre. Donc aujourd'hui, on le voit bien, hein, les grandes villes ont tout ce qu'il faut. Hein, en termes d'aménagement, on peut parler de Paris. Il y a quand même un monde entre Paris et la banlieue. Hein, donc c'est-à-dire tout est centralisé dans les grandes villes essentiellement. Oui, d'ailleurs c'est malheureux. Après on peut faire un peu de politique, mais on va le voir un peu, on le voit dans les urnes, les gens se vengent sur ce qui se passe, parce que là à Paris, tout se passe à Paris, puis les gens sont oubliés, ils sont oubliés dans tous les domaines, et effectivement sur le domaine de la route. Donc moi je pense qu'effectivement il faut oublier l'entretien des routes, parce qu'en plus on part sur une bonne base, c'est qu'en France, c'est là où on a le réseau routier le meilleur par rapport en Europe, mais effectivement ça se dégrade. Pourquoi? Parce qu'on ne l'entretient pas, mais on l'entretiendra, on a vu plus beaucoup. Donc je pense que le gouvernement et les collectivités n'ont plus, aujourd'hui, avec dans ma commune mettre un panneau, c'est pas d'argent. Ils n'ont plus la main dessus, voilà. On va dire, ils n'ont plus la main. Voilà. Et en ce qui concerne la circulation des seniors, il y a un mot qui a été important, effectivement c'est le partage. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont de l'argent, ce sont les assureurs. Et moi, je voudrais les interpeller aujourd'hui, c'est dommage. On lance un appel.
J'ai tourné sur le salon, j'en ai pas vu. Je pensais qu'il y avait peut-être une petite relation entre la route, la ville et éventuellement certains assureurs. Ouais. Aujourd'hui, eux, ils ont de l'argent. Ils peuvent faire des choses pour leurs clients. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que pour eux, un senior paye plus cher que vous et moi. Donc déjà, ça, faut le savoir. Et les seniors le savent pas. Souvent, on me dit « Ah bah oui, mais 4 euros. » Je dis « Oui, mais vous savez que vous payez peut-être 100, 200 euros de plus par an parce que vous êtes senior. » Donc déjà, ça c'est la première chose. Et je pense qu'eux, ils ont suffisamment de moyens financiers et humains pour encadrer justement cette petite remise à niveau, cette formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des idées qui sont lancées, hein, la visite médicale. Techniquement, nous aujourd'hui, on travaille avec des médecins qui me disent que physiquement, ils ne pourront pas réaliser ces visites médicales, ces contrôles. Ils sont déjà submergés, donc intégrer des visites et des contrôles sur l'acuité, tout ça, c'est impossible. Il y a un nouveau business qui va se mettre en place, c'est le business des auto-écoles. Les auto-écoles aujourd'hui gèrent effectivement les jeunes, mais vont bientôt gérer la mise à niveau des personnes âgées. Alors, il y a eu un reportage récemment sur Public Sénat qui m'a fait un petit peu sourire. Ils passent des tests avec des personnes âgées avec une voiture arrêtée. Oui. Je ne vais pas citer le nom de l'auto-école. J'ai trouvé ça assez moyen. Effectivement, une fois que le véhicule est arrêté sur le trottoir, il ne va rien se passer. Donc eux, le contrôle ou la formation, c'est 300 euros. 300 euros la journée. Tout en sachant que les personnes âgées ont quand même des petites pensions et ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc encore une fois, c'est vrai que je vais promouvoir l'autocollant, mais le fait de partager la route avec un autocollant et de signaler la présence d'un senior va mettre le senior en confiance, va prévenir les autres automobilistes. Donc voilà. Faut qu'il y ait des actions qui soient menées d'une manière globale, on va dire, avec tous les acteurs, c'est-à-dire les assureurs, les usagers, les collectivités, que ça soit fait de concert pour améliorer l'ensemble des infrastructures. Parce que les assureurs ont aujourd'hui le fichier de tous leurs clients, ils connaissent l'âge, l'historique, est-ce qu'ils ont eu des accidents ou pas, où ils vivent. Le bonus, le malus. Aujourd'hui, ils peuvent très bien dire, passez une visite médicale, on ne vous mettra pas de surprime, collez éventuellement le macaron et vous ne paierez pas plus cher. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que, on parlait de l'accidentologie des seniors au début de cette table ronde, une personne âgée qui n'a ne serait-ce qu'un accrochage arrête de conduire. Il faut le savoir. Donc c'est aussi une perte de lien social et d'autonomie, parce que il y a l'accident grave évidemment, mais la peur de l'accident, la peur de l'accrochage, souvent le fait arrêter. Alors que il y a des personnes qui devraient arrêter avec l'aide des familles parce qu'ils ne sont pas en condition physique de le faire ou de continuer de conduire. Mais il y a aussi des personnes qui sont encore parfois en bonne santé et qui ont malgré tout ce petit accrochage de trop et qui les fait arrêter. Et c'est là où effectivement c'est ce qui est dommage. En tout cas, c'est votre mot de conclusion. Je vais demander également à André et à Jean-Luc, et on en aura terminé, et j'inviterai le public à réagir s'il le souhaite. Oui, en ce qui concerne l'aspect technique des choses, j'ai pas grand-chose à ajouter, j'avais évoqué les difficultés rencontrées. Je crois qu'effectivement, plus que de rêver d'une amélioration du réseau routier, c'est plus sur l'homogénéité de ce qui est fait que j'insisterai, être plus homogène dans la qualité de la signalisation, sans surenchère. En ce qui concerne les solutions pour les conducteurs âgés, je voulais évoquer quelque chose. Alors là, c'est plus d'ordre technique du tout. C'est vraiment typiquement des solutions dans les solutions humaines pour maintenir l'autonomie en milieu rural de ces conducteurs qui ne sont plus en état de conduire. En fait, le principe, c'est de faire conduire l'automobile du retraité. On a monté dans le Lot-et-Garonne une opération qui s'appelle CAR 47, conduire l'automobile du retraité. Et on a recruté un vivier de conducteurs qui auraient besoin accessoirement d'un petit complément de ressources. On les a fait évaluer par des auto-écoles partenaires. On a recensé un certain nombre de personnes âgées en milieu rural
disposant d'une voiture et pouvant faire conduire cette voiture par le dit conducteur. Donc c'est sur ce principe que marche ce dispositif qui est assez bien adapté au maintien de l'autonomie en milieu rural. C'est l'usage de la route par quelqu'un, par un conducteur, si vous voulez, ça évite le risque du conducteur âgé qui devient quand même potentiellement un conducteur dangereux. Et ça lui permet de maintenir son autonomie. Souvent, ces déplacements, du fait qu'il doit payer le conducteur, d'ailleurs, c'est collectif. Ce conducteur est souvent quelqu'un du voisinage. Donc, si vous voulez, sur le lien social également, sous l'aspect, ça fait une espèce de covoiturage. Il y a pas mal d'avantages au dispositif et on essaye de le promouvoir et de l'étendre sur le territoire, ailleurs que dans le Lot-et-Garonne. Jean-Luc Vincent, le mot de la fin. Bien, moi, effectivement, je vais revenir un peu sur ce qui a été dit et je crois qu'il n'y a pas de solution unique. Il y a certainement la somme d'initiatives à droite et à gauche qui peuvent contribuer à améliorer la conduite des seniors sur la route. Après, je pense qu'il faut revenir aussi à peut-être des notions plus macroéconomiques. Une route, il ne faut quand même pas oublier à quoi ça sert. Ça sert à l'économie et ça sert au lien social. Et effectivement, une route qui n'est pas entretenue, c'est une économie qui se dégrade. C'est aussi du lien social qui se délite. Et je crois que si on mettait des chiffres en face de l'accidentologie et du coût de l'entretien des routes, on verrait qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc pour mémoire, un mort sur la route, c'est 1 million d'euros à la collectivité. Donc avec 1 million d'euros, je peux vous assurer qu'on marque des kilomètres et des kilomètres de route. Donc je crois que le problème, il n'est pas... C'est pas un problème de coût au sens où, globalement, en fait, les équipements de la route et leur entretien, ça n'a pas de commune mesure avec ce que nous coûte l'accidentologie. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu simplificateur, mais je pense que certainement le rôle de nos politiques, c'est bien de réfléchir à un niveau peut-être un peu plus élevé que le nôtre aujourd'hui, et puis de se dire que l'amélioration une nouvelle fois du réseau routier, ça doit bénéficier à l'ensemble de la collectivité, quoi. Donc, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de promouvoir, c'est que les dépenses qu'on fait ou que les collectivités font pour l'entretien de la route, c'est aussi pour le bien de la collectivité nationale, quoi, hein. Donc, alors après, je pense qu'effectivement, il faut peut-être qu'on réfléchisse. On a parlé aussi de temps en temps d'avoir, au cours de cette table ronde, d'avoir le bon niveau, au bon endroit, au bon moment. Il faut peut-être réfléchir aussi à est-ce qu'on n'a pas des fois de la surqualité, etc., etc. Je crois que ces outils-là, ils font partie des outils, comme ceux que vous avez tout à l'heure décrits. C'est probablement des petites choses, alors ce n'est pas des grandes thématiques, mais si on revenait à des choses peut-être un peu plus pragmatiques. Hein, donc, essayer d'harmoniser. Voilà, de quoi on a besoin, d'essayer de réfléchir où est-ce que notre argent est le plus efficace, quoi. Et je pense qu'en tant que contribuable, on a tous cette demande-là, quand on paye nos impôts, de dire mais les euros qu'on paye, où est-ce qu'ils vont et pour quelle efficacité. Donc moi, si j'ai un mot de conclusion, c'est celui-là, c'est que quelque part, si on doit se placer au niveau sociétal, en fait, résoudre des problèmes de circulation, d'équipement de la route, d'accidentologie, c'est bon pour la collectivité, quoi, et c'est bon d'un point de vue économique. Donc n'oublions pas la route, un vecteur économique et vecteur de lien. C'est le premier réseau, j'allais dire social, la route. Voilà. Écoutez, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde.